Il est 19 heures. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous accueillons maintenant Antoine Horry. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Michel Pial. Votre client a reconnu en garde à vue au cours de son audition avoir tué accidentellement son épouse, Karine Esquivillon, qui était portée disparue depuis plus de 80 jours. Nous allons évidemment y revenir. Dans quel contexte est-il venu à dire ce qui, selon lui, s'est passé ? Alors, il faut comprendre que la garde à vue, c'est une espèce de partie d'échec psychologique où vous êtes mis sous pression et ça dure effectivement assez longtemps. C'est un contexte dans lequel effectivement les enquêteurs ont le fruit d'un travail d'enquête qui est extrêmement long. Et d'ailleurs, je rappelle, ça avait été souligné par la procureure que là, c'était une enquête particulièrement dense. Vous avez plusieurs services nationaux, régionaux, énormément de moyens qui ont été déployés pour ça. Et donc, en fait, c'est au terme de la stratégie des enquêteurs consistant à déployer ce qu'on voit souvent, petit à petit les éléments dont il disposait. Puis donc effectivement c'est l'accumulation de certains éléments de preuve, certains éléments qui dirigeaient le faisceau d'indices dans sa direction. Et puis il y a également d'autres éléments qui ont pesé, mais je pense que évidemment le sort de ces enfants et le fait que selon lui ils avaient besoin de savoir, qui a conduit M. Pial à admettre et à reconnaître effectivement être à l'origine, dans des conditions qu'il a expliquées, du décès de son épouse. Et nous allons revenir, évidemment, on va revenir sur les différents éléments, mais vous avez accompagné votre client en garde à vue. Oui. Dans quel état d'esprit était-il lorsqu'il est entré en garde à vue, lorsqu'il a débuté ses auditions ? Bien, il était à ce moment-là assez combatif et lucide parce qu'il savait très bien qu'il était le suspect entre guillemets numéro 1, puisque déjà c'est classique dans ce genre d'affaires, et puis il y avait une pression médiatique qui s'était intensifiée dans les semaines qui précédaient son placement en garde à vue. Donc il est arrivé avec des dispositions effectivement assez combatives, et puis effectivement après ça a été le travail des enquêteurs de faire en sorte, et c'est assez classique, d'affaiblir un peu psychologiquement ses défenses. Et puis ça a abouti avec des aveux dans la nuit de ces dernières heures de garde à vue. Ce qui veut dire qu'il a entamé cette garde à vue dans le même état d'esprit, nous y reviendrons, que celui qui était le sien au cours des 82 jours précédents, c'est-à-dire dire qu'il n'était pas impliqué dans la disparition de son épouse ? C'est ça, puisque ces aveux sont intervenus très tardivement. Le sens de ces premières déclarations, c'était effectivement d'indiquer qu'il n'était absolument pas à l'origine de la disparition de Karine Esquivillon. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu ça ? Ces aveux, vous voulez dire ? Oui. Écoutez, c'est une situation un peu particulière, puisque vous êtes témoin de cela, vous n'êtes pas forcément, entre guillemets, préparé à cela en tant qu'avocat, ou en tout cas pas toujours. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, votre rôle à ce moment-là, c'est déjà de s'assurer d'une certaine chose, d'un certain nombre de choses, et notamment le fait que ce sont des aveux libres et éclairés, et qui sont en aucune manière, et c'est aussi pour ça qu'un avocat est présent, extorqués, que ce sont des aveux tout à fait libres qu'il est en train de livrer. Ce qui était le cas ? Ce qui était évidemment le cas, puisque rapidement, M. Pial a donné un certain nombre de détails qui permettaient de corroborer ce qu'il était en train de dire. Et puis c'est aussi et surtout de l'accompagner, de le protéger juridiquement dans les choix qu'il fait. Mais donc voilà quel est le rôle de l'avocat dans ce cas de figure. Il a donc reconnu avoir tué accidentellement son épouse, c'est bien cela ? C'est ce qu'il a avec indiqué. Une arme qu'il avait à son domicile ? C'est ce qu'il a indiqué. Quel type d'arme est-ce qu'il l'a dit ? Il a indiqué que c'était une carabine. Est-ce qu'elle était équipée d'un silencieux ? Alors effectivement, ça c'est ce qui a été indiqué dans différents articles de presse. C'est effectivement ce qu'il a indiqué. Après, sur le contexte exact, alors ça c'était dans le communiqué de la procureure hier, c'était qu'il était en train de faire des photos là-dessus, de faire des photos pour vendre effectivement cette arme. Et après, il a décrit sans s'attarder, puisqu'effectivement, c'est intervenu au terme quand même d'une longue garde à vue, et les enquêteurs n'ont pas souhaité l'interroger très longuement sur ce point, puisqu'il a été question après de se rendre sur les lieux où Karine Esquivillon se trouvait. Et donc, effectivement, c'est un point qui n'a pas beaucoup creusé, ni devant les enquêteurs, ni devant les juges d'instruction, puisque c'est intervenu très tardivement. Et ce sera justement le rôle de l'instruction et de l'enquête qui s'ouvre, de déterminer les conditions et les circonstances exactes dans lesquelles ça s'est produit. Donc, selon lui, le coup est parti alors qu'il prenait des photos, ce que vous nous dites aujourd'hui. Il n'était pas en train de nettoyer l'arme comme on a pu le lire. C'est pas exactement ça ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il l'avait à la main, effectivement, et que le coup est parti accidentellement. Après, encore une fois, il n'a pas livré davantage de détails sur ce point. Là, les éléments qui sont dans le communiqué de la procureure sont exacts sur ce point, mais il ne s'est pas, encore une fois, livré davantage sur ce point, sur les circonstances exactes. Voilà. Est-ce qu'il a donné des informations ? Est-ce qu'il a voulu éclairer la réalité sur ce qui s'est passé juste après ? A-t-il paniqué ? Qu'a-t-il fait ? Bien sûr, il a indiqué qu'après, il a été pris d'un mouvement de panique très fort, effectivement. Et puis ensuite, tout ce qui a suivi, les semaines qui ont suivi,
C'est la description d'une sorte un peu de fuite en avant. Il y a certainement aussi une forme de déni, évidemment, parce que c'est exactement ça, à mon sens, sur le plan psychologique, ce sont des suppositions que je fais, mais le déni, c'est véritablement quand vous cherchez à reconstruire un scénario pour vous mettre à distance de la réalité. Je pense qu'il y a une grande partie de ce que Michel Pial a effectué par la suite, dans les semaines qui sont produites ensuite, qui s'explique par ce déni, justement, qui s'emparait de lui et qui explique aussi pourquoi il s'est comporté de cette manière dans les semaines qui ont suivi. Votre client a-t-il indiqué où se trouvait l'arme? À notre connaissance, elle n'a pas été retrouvée. Elle n'a pas été trouvée, effectivement. Il a indiqué où se trouvait l'arme, mais il y aura effectivement des recherches qui seront faites sur ce point dans les prochaines semaines, assez rapidement, pour essayer de trouver cette arme, qui sera un élément central de l'instruction, puisqu'elle sera évidemment expertisée, analysée. Alors, vous avez utilisé le mot de déni. Si vous le voulez bien, nous allons écouter maintenant Michel Pial, parce que ce qui marque l'opinion, évidemment, c'est la mesure dans laquelle votre client s'est livré, a parlé aux caméras et s'est même adressé directement à son épouse, apportant des éléments, selon lui, à cette disparition. Elle serait partie, aurait quitté le domicile. On va l'écouter le 19 mai dernier, c'était sur BFM TV. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le chat, c'est bête, hein, c'est un bébé chat, vous l'avez vu, enfin, c'est un jeune chat. Il était sur le côté, j'étais donc à l'extérieur en train de le rattraper. Ça a duré 10 minutes, hein, ça n'a pas 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. 10 minutes à peine. Je suis rentré par le garage, je fermé la porte du garage, je rentre par ici. J'appelle Karine en lui disant « Appelle le collège, peut-être que j'aurai 2 minutes de retard. » Dans la maison, hein, je parle. Puis j'ai pas de réponse, donc je fais le tour de la maison, je dis qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Elle est où? Je regarde dans le jardin devant, je regarde dans le jardin devant, enfin des deux côtés, et je reçois un SMS, et 16h43 précise. Donc comme quoi, marre de vivre à deux, mais pas en couple. Quand elle est partie, pour moi c'était pas possible. C'est pour ça que j'étais persuadé qu'elle allait revenir. C'est plus impossible. La preuve en est, c'est qu'elle est pas là. Et qu'elle n'est pas partie, il n'y a personne qui l'a forcée. Parce que j'ai entendu crier, puis elle a pris des affaires qui étaient dans différents endroits dans la maison. Quelqu'un qui la force, c'était impossible de venir dans la maison en 10 minutes, sans que j'entende, c'est impossible. Donc elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain. Par contre, après, ce qui s'est passé après, c'est l'inconnu total, quoi. Tu peux revenir, tu peux téléphoner, tu peux au moins prévenir. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que tu vas bien, que tu sois libre de tes mouvements, que tu sois... et puis bon, quel que soit ton choix, en tout cas de donner des nouvelles, qu'on puisse, nous, se libérer effectivement émotionnellement. Je pense que c'est pas que moi, c'est toute la famille, toute la famille. Maître Horry, votre client s'adresse à sa femme, il sait pertinemment qu'elle est morte, face caméra. Il construit un récit, un mensonge très élaboré, et à plusieurs reprises. Bien sûr, mais encore une fois, c'est assez complexe effectivement de décrire ça parce que c'est assez difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent le faire. Il y a une part de choc psychologique par rapport à la situation qui est évidemment vertigineuse. Il y a ce déni dont je vous parlais effectivement, qui encore une fois consiste à vouloir éloigner de la réalité ce qui s'est véritablement produit en reconstruisant un scénario. Et puis il y a aussi un phénomène qu'on observe souvent qui est l'espèce d'engrenage du mensonge. Vous en faites un premier et puis vous construisez une espèce de forteresse et vous continuez dans le mensonge, et c'est une voie dont on arrive rarement à sortir, et c'est un peu, je pense, ce qui peut expliquer tout ce qui s'est produit dans ces semaines-là qui ont suivi la disparition de Karine Esquivillon. Ce qui interroge aussi, et qui est pour partie lié à ces mensonges, c'est le mécanisme qu'il a mis en place potentiellement. Nous avons retracé évidemment les faits. Il y a ces SMS. Premier SMS envoyé le 14 mars du téléphone de son épouse à son propre téléphone, supprimer des messages envoyés de son épouse. Même SMS renvoyé 13 jours plus tard, cette fois-ci non effacé, qui justifiait d'un départ pour des raisons amoureuses, si je peux dire les choses ainsi. Est-ce que ça ne dit pas une préméditation de votre client? Est-ce que ça ne dit pas sa volonté, dès le 14 mars, de faire disparaître son épouse? Écoutez, ça c'est un élément qui en tout cas a été écarté par les juges d'instruction. C'est un élément effectivement qui était, si je puis dire, dans les débats et qui a été écarté puisqu'il n'est pas mis en examen pour assassinat mais pour meurtre. Donc ça signifie bien que la préméditation n'a pas été retenue par les juges d'instruction, ce qui à mon sens est un élément, je crois, significatif. Ça peut évoluer, on est d'accord. Ça peut tout à fait évoluer, mais en l'état c'est le cas et il aurait tout à fait été possible, dès le stade de la mise en examen, de le mettre en examen pour assassinat. C'est un choix qui n'a pas été privilégié par les juges d'instruction. Et puis, peut-être pour faire écho aussi à ce que vous venez de me dire et ce sur quoi vous venez de m'interroger,
à ce stade, encore une fois, il n'y a rien qui permet d'entrevoir un mobile véritablement précis, identifié. On peut supposer des choses, mais à ce stade, pour l'instant, il n'y a pas de mobile qui est précisément identifié. Parce que je vais vous demander quelle était la nature de leur relation au moment de la disparition de Madame Esquivillon. Que vous dit votre client? Ça, sur ce point, effectivement, ça a été assez peu creusé pendant la garde à vue, et ce sera le travail de l'instruction, avec beaucoup de témoignages de l'entourage, d'essayer de savoir quelle était la nature de leur relation. Mais ça faisait plusieurs années qu'ils étaient séparés, qui vivaient sous le même toit sans être véritablement en couple, et c'était la nature de leur relation. En tout cas, il n'y a pas à ce stade effectivement d'éléments dans le dossier qui laisseraient penser qu'on était sur une relation d'emprise, ou en tout cas au sens où on peut l'imaginer, de violence permanente, d'une femme qui serait quasiment captive de son époux. C'est pas le sentiment qu'on a à ce stade, encore une fois, mais l'instruction, la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est au début d'une nouvelle enquête. Au bénéfice de cette affaire, évidemment, des éléments ont ressurgi. Son ancienne compagne a communiqué la lettre qu'elle avait écrite au moment de leur divorce, décrivant une personnalité, j'allais dire, au moins trouble d'un homme qui, selon elle, mentait de façon exagérée, lui avait promis qu'il avait vendu une entreprise à d'autres entreprises européennes puis américaines, qui finalement, non, il était tireur d'élite et espion. Même le père de votre client l'a alerté, elle, sur les mensonges. Comment est-ce que vous décririez votre client ce soir? Moi, je pense que mon avis sur ce point n'a pas beaucoup d'intérêt, et puis de toute façon, c'est un sentiment personnel que je me garderai livré, puisqu'il obéit aussi à une forme de déontologie, de secret professionnel, de pas forcément le partager publiquement. Mais la réalité, c'est que tous ces témoignages, et notamment celui de son ex-compagne, la réalité, c'est que c'est le témoignage d'une ex-compagne qui a eu un divorce difficile, qui s'est mal passé avec Michel Pial. Donc effectivement, est-ce que sa parole, elle n'est pas d'une certaine manière orientée par cela? J'en doute. En tout cas, si vous voulez, il n'y a rien en l'état qui me permet de considérer que ce qu'elle dit est la vérité absolue et parole d'évangile. Et puis surtout, encore une fois, je pense que si on interrogeait tous les ex-compagnons et toutes les ex-compagnes de France, on aurait des surprises. Donc il faut prendre évidemment avec précaution et une forme de distance ce témoignage. Encore une fois, ça, ce sera aussi le travail de l'instruction d'essayer de déterminer la personnalité. Certains disent mythomaniaque, etc. À ce stade, personne ne peut l'affirmer. Il n'y a jamais eu de diagnostic, à part ce témoignage qui n'est pas un diagnostic médical à ma connaissance. Il n'y a jamais eu de diagnostic posé sur sa personnalité. Et quand bien même il y en aurait un d'ailleurs, ça ne voudrait pas dire que ce serait figé dans le marbre. C'est quelque chose de friable. On est sur l'analyse de la psychologie ou de la psychiatrie humaine. C'est complexe. 2 questions pour terminer. Vous nous dites donc ce soir, c'est bien l'accumulation des faits contradictoires à son récit qui l'ont conduit à dire qu'il avait tué son épouse accidentellement. C'est à titre principal, effectivement, et surtout les éléments liés à la téléphonie, effectivement du téléphone de Karine Esquivillon qui avait été retrouvé par le maire de Maché, qui a permis d'opposer certaines contradictions à Michel Pial. Et ça fait également partie des éléments qui, à mon sens, l'ont conduit à avouer. Après, je ne saurais vous dire ce qui se passe véritablement à ce moment-là dans le refuge de son âme. C'est difficile à décrire et à savoir véritablement. Mais ce qui est certain, c'est que ces éléments ont joué. Et puis encore une fois, le fait que ses enfants doivent savoir a également beaucoup joué, à mon sens, pour lui. Dans quel état d'esprit est-il désormais ? Bien, déjà sur le plan physique et psychologique, évidemment, l'idée n'est pas, et je tiens à le dire, de le plaindre ou quoi que ce soit, mais il est évidemment très affaibli sur le plan psychologique, sur le plan physique également, puisqu'il a plusieurs pathologies médicales qui ont été évidemment qui étaient traitées pendant la garde à vue, mais tout cet environnement, il a un lupus notamment, qui est une maladie cutanée et qui vous affaiblit physiquement, donc il est très affaibli sur le plan psychologique, sur le plan physique. Il est soulagé aussi, il faut le dire, d'avoir pu livrer l'énorme poids qu'il avait sur la conscience. Et puis en dernier lieu, il est aussi lucide face aux enjeux de cette instruction, mais bien décidé à s'expliquer. Il va collaborer ? Il va collaborer de la même manière que ses aveux, effectivement, le laissent comprendre et penser. Il a décidé de s'expliquer et c'est aujourd'hui la direction dans laquelle il s'est engagé. Donc typiquement, l'arme qui a été malheureusement au cœur de ce drame, il est prêt à indiquer où elle se trouve et à faire en sorte qu'elle soit retrouvée. Ce qu'il a d'ailleurs déjà fait, et il y aura des recherches qui seront prochainement engagées sur ce point. Merci beaucoup, Maître Horry. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.